Bonsoir. La presse se dispute ce soir autour de plusieurs faits majeurs de l'actualité, dont quelques-uns ont retenu notre attention. Au lendemain de la résurgence des attaques de Boko Haram, avec à la clé de nombreux soldats camerounais tombés sur le front de guerre, la presse en est abreuvée abondamment. Et en ce vendredi, le hebdomadaire Le Soir titre à sa une: le MINDEF prescrit l'offensive de rigueur, en indiquant qu'il s'est agi au cours de la descente effectuée par Joseph Betty à Somo de réorienter le dispositif sécuritaire de la région militaire interarmée numéro 4. Dans le même sillage, le reporter Hebdo parle d'un réajustement opérationnel. C'était un tout petit peu l'objet de la descente sur le terrain du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense. Il est aussi question d'une remobilisation des troupes au moment où justement Boko Haram fait son retour. La République, pour sa part, parle d'une mission de réarmement. Il était question, dit ce journal, de booster le moral des troupes, rassurer également la population qui doit jouer sa partition pour venir à bout de cette menace terroriste. Et enfin, Cameroun Tribune, sur ce sujet, titre ce vendredi: prêt pour la riposte. C'est en tout cas ce message que le ministre de la Défense est allé porter aux troupes qui sont au fond dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, qui est donc de retour sur ce front du côté de l'extrême nord. L'autre fait majeur de l'actualité qui revient encore ce vendredi concerne le plan de riposte gouvernemental de lutte contre le Covid-19 et notamment la gestion des fonds alloués à la lutte contre cette pandémie. Vous verrez en une de mutation ce matin le passage du ministre des Finances, Luc-Paul Motazé, devant les fins limiers du tribunal criminel spécial. 72 heures, la durée de ce passage du MIFI. Ce soir, on en parlera, tout comme on parlera également de cette guéguerre qui persiste, puisque le sujet revient encore dans la presse ce vendredi entre le ministre des Finances et son collègue en charge de la santé publique. Vous verrez par exemple en une du journal Sensu Hebdo les clarifications limpides du ministre de la Santé publique. C'est ainsi que ce journal titre ce vendredi, en battant en brèche les accusations qui sont portées contre le ministre de la Santé publique qui aurait reçu 45 milliards de francs CFA. Voilà donc les deux sujets majeurs qui ont retenu notre attention et qui font l'objet de la dispute entre les confrères qui sont en plateau ce soir. D'abord à ma gauche, Cyril Essissima, bonsoir. Bonsoir Marcelin, bonsoir à vous nombreux téléspectateurs. Vous êtes le chef du service politique du quotidien Mutation. Merci d'honorer ce rendez-vous. Tout l'honneur est pour moi en tout cas. À votre droite et face à vous, Raymond Ba Mekamba, bonsoir. Bonsoir Marcelin, merci à Equinox pour cette invitation et un bonsoir particulier aux millions de téléspectateurs d'Equinox ce soir. Vous êtes le directeur de publication de Le Reporter Hebdo, même si vous êtes patron d'un groupe de presse, puisqu'il y a là à l'intérieur un certain nombre d'entreprises. Oui, il y a le Reporter Hebdo, il y a le Reporter Magazine, l'imprimerie, le Reporter, Agence Presse, le Reporter, Gouvernementude. C'est tout un groupe, un ensemble, et on essaie un peu de faire comme les autres, Marcel. Un directeur de publication épanoui alors? Non, pas épanoui, on se bat. Vous vous battez. D'accord, vous allez vous battre ce soir, mais dans la courtoisie évidemment. Il s'agit d'une dispute qui se veut plus verbale qu'autre chose. Donc c'est un champ de bataille verbal, on va le dire ainsi. Merci donc, chers confrères, d'être venus. Nous commençons par le premier sujet qui retient notre attention et qui porte sur cette réjouissance des attaques de Boko Haram, avec des attaques qui ont été perpétrées, on va le dire, en moins d'une semaine, au moins 2 attaques qui ont été meurtrières. Avec des hommes qui sont partis au sein de nos forces de défense. Raymond Ba Mekamba, vous avez titré sur cette actualité, on peut le voir à la une de votre journal, qui est d'ailleurs une édition spéciale. Vous parlez d'un réajustement opérationnel. Que vouliez-vous dire à travers cette une que nous avons découvert en kiosque aujourd'hui? Oui, il se trouve que, à moins de, je crois, 4 jours, on a suivi 2 attaques terroristes de Boko Haram, une attaque dans la zone de Sakmé et une attaque à Zigui. Donc il fallait, et puis le chef de l'État, chef suprême des armées, a dépêché le ministre de la Défense, Betty Assomo, sur le terrain
pour aller s'enquérir et voir ce qui s'est passé. Il se trouve qu'il fallait revoir nos stratégies. Parce que vous savez que Boko Haram a déjà peut-être un nouveau chef, parce qu'il se pourrait, comme on nous raconte, que Tchekao serait décédé. Donc on ne sait pas si c'est vrai. Mais nous remarquons que cette branche a des méthodes, a changé de méthode. C'est par conséquent, nous, Kramé, doit revoir ses stratégies. Parce que quand les autres ont les méthodes, vous devez revoir vos stratégies pour mieux attaquer et contrecarrer leurs actions. Vous avez vu, Marcelin, nous avons perdu des militaires en sommeil. Vous comprenez à peu près la tactique de guerre que l'ennemi utilise pour nous neutraliser. Donc il fallait refaire ces réajustements opérationnels pour qu'au moins la riposte soit proportionnelle à l'attaque. C'est ça qui a motivé dans cette une que vous avez choisi d'afficher, ce réajustement opérationnel. Parce que vous pensez qu'il faut redéployer des hommes. Il y avait quoi? Il y a eu un tout petit peu de laxisme, comme Boko Haram s'était un peu calmé. On a les hommes sur le terrain. Peut-être qu'il faut revoir la stratégie. Ce n'est pas peut-être, il faut revoir la stratégie opérationnelle. Oui. Ça veut dire la stratégie qu'ils utilisaient, peut-être l'ennemi en face connaissait déjà cette stratégie-là. Il faut donc la revoir et la reconfigurer à zéro pour au moins qu'il ne soit plus surpris. Parce qu'on se dit, ce n'est pas qu'on dit on se dit qu'il y a eu peut-être l'endormissement de nos éléments. Que, comme Tchekao est mort, Boko Haram aussi également est fini. Non. Donc il fallait encore remotiver nos troupes sur le terrain. Alors dit que voilà comment vous devez y prendre. On revient à vous tout à l'heure, Cyril et Sissima. C'est vrai qu'il y a eu ces attaques qui se sont répétées en l'espace de quelques jours, mais bien avant, on a quand même eu quelques attaques sporadiques de Boko Haram. C'est vrai que cette fois-là, ils s'en prenaient essentiellement aux civils. Alors, vous pensez, comme le dit Raymond Bamekamba, qu'il était temps peut-être de repenser la stratégie pour que les hommes restent en éveil, pour peut-être avoir des nouvelles méthodes d'approche. Parce que comme on l'a reconnu, si tant est que Tchekao est décédé, s'il y a un nouveau chef peut-être, que ce nouveau chef arrive avec une autre façon de faire. Donc, nous aussi, nous devons un tout petit peu nous réajuster, c'est ça? En effet, je suis tout à fait d'accord avec le confrère lorsqu'il dit qu'il s'agit véritablement d'un réveil de Boko Haram. Et vous remarquerez que après cette attaque, nous avons titré « L'ennemi ne dort pas ». Justement, Mutation avait titré ainsi, voilà, oui. Voilà, donc l'édition d'hier, voilà, oui. L'ennemi ne dort pas. Et donc, je suis également convaincu qu'il s'agit d'un regain de force de Boko Haram parce qu'on croyait justement cette entité affaiblie avec l'élimination de son chef. Donc, si le ministre délégué, il ne m'en tiendra pas rigueur, le ministre délégué s'est déployé sur le terrain pour... je crois que ça me laisse un peu songeur, sinon inquiet, parce que si à ce niveau-là, peut-être je ne vais pas entrer dans les détails qu'a donné le confrère, entre guillemets, qui a dit que nos soldats étaient endormis, c'est assez grave quand même. Ouais. Oui, c'est assez... Je n'ai pas dit qu'ils étaient endormis, j'ai dit ceci. Nous avons perdu nos militaires en plein sommeil. Oui. Ça veut dire qu'on les a surpris. On les a surpris. Ça veut dire que l'ennemi a eu le temps d'étudier leur comportement, de voir comment ils se déplacent, comment ils font. Et ils ont dit que peut-être qu'à cette heure-ci, comme ils font comme ça, on va frapper. Vous voyez un peu? Non, juste pour dire, ils n'ont pas peut-être été vigilants quelque part. Alors, est-ce que sur le terrain de guerre, on ne devrait pas être vigilant? Je reviens à vous, Cyril et Sissima. Est-ce que nos hommes, sur le prétexte que Boko Haram se serait endormi, devraient s'endormir également, entre guillemets? Est-ce que les gars ne devraient pas être sur le pied de guerre, en se disant à tout moment, ces gens-ci peuvent attaquer? Parce que de temps en temps, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu des attaques sporadiques, même si ça visait des civils. Il y a d'ailleurs eu des morts d'hommes, avec de temps en temps des rapts, des enlèvements. Ils ont parfois pris du bétail et tout ça. Donc, nos hommes devraient être... Oui, cette attaque n'est pas anodine. Parce que justement, Boko Haram avait procédé à des attaques au sein de la population. On disait que c'était vraiment des attaques désespérées. Mais là, il s'agit de l'armée quand même. Donc c'est un signal fort qui obligatoirement doit mettre la puce à nos autorités qui doivent rester en éveil. Face à un ennemi comme celui-là. Et je crois que le ministre de la Défense, s'il
doit encore réajuster, enfin c'est même le moment de réajuster encore les équipes présentes, les unités présentes sur le terrain de guerre. Ouais. Alors, lorsque mutation titrait hier que l'ennemi ne dort pas, oui. Est-ce que vous voyez, à travers ce qui est observé en ce moment, la difficulté que le Cameroun aurait, vraiment il faut parler au conditionnel, à intervenir sur plusieurs fronts? Nous savons également que dans le Nozo, ce n'est pas encore la calmie. À un moment donné, on a pensé que tout allait bien, sauf qu'il n'y a pas longtemps, des policiers ont été tués. Ils ont été tués, donc Raymond Barre, Mekamba, je reviens à vous. Est-ce que cette multiplication des déploiements, finalement, ne nous est pas un tout petit peu défavorable aujourd'hui? Non, ce n'est pas défavorable. Ce n'est pas défavorable. Tout dépend des moyens qu'on utilise pour affronter ces ennemis. Oui. Tu te souviens, la même semaine, je crois presque la même semaine, le MINDEF était à l'ouest. À l'ouest, oui. Pour une réunion de sécurité. Oui, parce que les sécessionnistes sont ancrés dans la région de l'ouest. Oui. Et la psychose s'installe. Il fallait aller remobiliser les FMO et revoir un peu la tactique opérationnelle aussi de ce côté-là. Donc pour moi, je ne dirais pas que c'est juste qu'il faut revoir la méthode. Parce que l'ennemi, Marcelin, quand ton ennemi a les méthodes, toi tu revois les stratégies. Si tu ne revois pas les stratégies, il va te finir. C'est vrai. Hein? D'accord. Ça justifie donc amplement le titre de ce jour, de l'édition spéciale du Reporter Hebdo, un réajustement opérationnel. Cyril et Sissima, ce réajustement opérationnel doit intégrer, me semble-t-il, également, on va dire quoi? Il faut réveiller, si c'était le cas, si c'était endormi, même les comités de vigilance aussi, qui aident beaucoup l'armée, qui a même aidé, qui ont aidé ces comités de vigilance, qui ont aidé beaucoup l'armée à venir à bout de Boko Haram. Le ministre de la Défense doit être également porteur de ce message-là à l'endroit des comités de vigilance. Bien évidemment, bien évidemment. Donc, je vais pour rebondir à ce qu'a dit le confrère, il ne s'agit pas d'une faiblesse, si cela pourrait s'entendre comme ça, il ne s'agit pas d'une faiblesse, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun est sur plusieurs fronts de guerre. Boko Haram a commencé en 2014 et pendant toutes ces années, on a eu d'autres fronts. On en a eu jusqu'à présent même d'ailleurs en Centrafrique. On en a encore dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. On en a encore eu dans la région du septentrion, je crois, au niveau de la Damao, avec le phénomène des coupeurs de route. Donc ce n'est pas véritablement une faiblesse. Il s'agit justement de remobiliser les troupes, de les replacer. Parce que si à un moment on a pensé que la tête de Boko Haram qui a été décapitée constitue vraiment la colonne de ce groupe-là, et que si on l'a enlevé, si le groupe peut-être le groupe est affaibli, donc il faut revoir. Il y avait entre-temps, il y avait que Boko Haram il y avait déjà des frictions au sein du groupe. Il y avait des frictions, donc on sentait bien qu'il y a un nouveau leadership, au sein de Boko Haram était en train de se constituer. Ouais. Donc si on a perdu ça de vue, je crois que c'est le moment de se réveiller encore et de redoubler de vigilance. D'accord. On va quitter le front de la lutte contre Boko Haram, qui reste un front que nous suivons de près également en tant que ceux qui sont témoins, qui doivent raconter l'histoire, pour parler d'un autre front, celui du Covid, qui continue, puisque nous restons dans la logique d'une guerre sans merci également contre cette pandémie-là. Et sur ce front, la presse également se dispute depuis un bon bout, à la faveur de l'audit qui a été réalisé par la Chambre des comptes de la Cour suprême, dont les résultats attendus devant le Parlement n'ont pas été publiés, mais chacun a pu avoir une copie de ce rapport. Et ce vendredi, le sujet est encore revenu dans la presse. Et Cyril, à la une de mutation, vous avez titré 112 heures chez Motazé. Alors, vous nous dites en substance pourquoi le ministre des Finances a été auditionné pendant 3 jours au tribunal criminel spécial. Le hasard, et c'est plutôt bien pour nous, veut que ce soit vous qui ayez rédigé cet article-là. Vous êtes donc sur le plateau avec nous. Dites-nous, défendez votre article, si on va le dire ainsi, même si vous n'êtes pas devant une juridiction. C'est une dispute, mais je l'ai dit, qui se veut fraternelle. Donc, le ministre Motazé a été auditionné. Il y a eu un débat qui a enflé sur les réseaux sociaux entre deux camps qui s'affrontaient. D'aucuns estimaient qu'il a été auditionné comme témoin, d'autres disaient non, il peut être entendu aussi comme, je ne sais pas, présumé ci ou ça. Vous dites quoi?
Alors, d'entrée de jeu, il faut dire que le ministre des Finances a effectivement été auditionné, mais l'interrogatoire ne s'est pas fait au tribunal criminel spécial, c'était dans son cabinet. C'est déjà une information que Oui, beaucoup n'avaient pas. C'était dans son C'est-à-dire que cabinet. les faits limiers du TCS sont déplacés vers le cabinet du ministre, comme ils le font souvent avec d'autres membres du gouvernement d'ailleurs. Effectivement. Oui. Et donc, le ministre, contrairement à ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, il n'a pas été auditionné en tant qu'accusé, c'était plutôt en tant que témoin, parce que vous savez qu'il est le principal ordonnateur des fonds Covid. Oui. Donc, c'est à ce titre-là, il fallait bien qu'il explique aux agents ou aux enquêteurs du tribunal criminel spécial comment les choses auraient dû se passer. On sait que le premier rapport d'étape de la Chambre des comptes de la Cour suprême avait relevé un certain nombre d'irrégularités et ça a causé un tollé dans les médias. Et donc, par la suite, il y a eu le rapport d'exécution du ministre lui-même. Donc, c'est la personne idoine pour expliquer vraiment comment les choses devraient se passer. Oui. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Raymond Bamekamba, le MIFI, qui se retrouve donc devant ces enquêteurs du TCS pour dire sa part de vérité dans le cadre de cette affaire. On avait déjà entendu beaucoup de membres du gouvernement. Il ne restait plus que lui. C'est vrai qu'il est auditionné au moment où un autre front s'ouvre. Cette fois-ci, entre lui et le ministre de la Santé publique, toujours concernant les fonds Covid. Vous n'en avez pas spécialement parlé dans votre une d'aujourd'hui, mais c'est un sujet qui vous intéresse. Vous en parlez souvent. Bon, maintenant, il a dit tout à l'heure, le confrère, qu'on a auditionné le ministre Moutazo comme témoin et ordinateur. Je crois, peut-être, si je me trompe, l'ordinateur des fonds Covid, c'est le Premier ministre. Bon, peut-être que les autres... C'est lui qui est... Oui, le Premier ministre est au-dessus, mais le financier... Non, pas le financier. Ça veut dire qu'on sait quand même qu'il y a quelqu'un qui porte la mallette de l'État. L'agent qui a été viré par le FMI pour le fonds Covid a été viré au ministère des Finances. Oui. Mais l'ordinateur des fonds, ça veut dire la personne qui dit donner tel montant à tel ministère, c'est le Premier ministre. Oui, mais maintenant donc, comme toutes ces administrations ont déchargé l'argent au ministère des Finances, oui, il était question qu'on auditionne le ministre des Finances pour qu'il dise exactement ce que tout le monde a reçu. Ah, peut-être qu'il soit précis sur les montants reçus par les uns et les autres. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des ministères ou bien des ministères qui disent que nous on a reçu 10 milliards. Alors que... c'était prévu 15 ou 20. Oui. Il y en a même qui disent n'avoir jamais vu les traces. On a un débat qui chauffe sur les réseaux sociaux, là, Barcelone. 10 milliards, je crois que c'est 10 milliards. Oui, les cas qu'il y a entre ce que le ministre déclare avoir donné au ministre des Finances, de la Santé publique, donc, et ce que le ministre de la Santé publique dit avoir reçu. Le ministre des Finances est la personne la mieux indiquée pour dire au fin limier du TCS que tel ministère a reçu tel montant. Avec on appelle ça le compte d'emploi. Oui. Parce que, vous connaissez, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Nous avons déjà eu un problème pareil ici au pays. Donc il fallait que le ministre lui-même clarifie cette situation. Mais maintenant, je ne connais pas s'il a été auditionné comme témoin ou bien comme accusé. En tout cas, le confrère, je ne peux pas, non, informel, il dit qu'il a été entendu, auditionné comme témoin. Ça, ce sont ses sources. Mais je ne peux pas... Vous avez d'autres sources alors? Non, je ne peux pas affirmer ici qu'il a été auditionné en tant que témoin. Seuls les fins limites du TS savent pourquoi ils sont allés l'auditionner. En qualité de quoi? Témoin ou bien accusé? Parce qu'il y a d'autres langues qui disent également que le ministre des Finances est accusé. Ah, d'accord. Vous avez vu, vu la lettre du ministre Malachi? Oui. Vous avez vu la lettre du ministre Malachi? Qui dit un certain nombre de choses. Oui. Donc maintenant, ça donne équivoque. Il faut maintenant connaître la vérité se trouve dans quel camp. Alors, est-ce que vous pensez, Cyril et Sissima, vous qui avez traité cette actualité-là, que cette audition du ministre des Finances a pu faire avancer les choses? Je crois que la suite des événements saura nous le dire, mais je voudrais rectifier quelque chose. Je vous invite à lire le rapport d'exécution du ministre des Finances qui est encore disponible sur le site à l'heure où je parle. Donc je n'invente rien, en tout cas ce n'est pas moi qui le dis. Il est bel et bien l'ordonnateur des fonds Covid. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport.
Donc, quand j'ai dit ça, il y a que, bon, s'agissant peut-être de la réaction du ministre de la Santé publique, bon, sur la base de nos investigations, ce qui nous revient, c'est qu'il s'agissait c'est un problème d'actualisation des données qui a été reconnu même au ministère des Finances et non une volonté tous azimuts de nuire au ministre de la Santé. Donc c'est ce qu'il faut dire. D'accord. On va sortir de ce plateau. Malheureusement, le temps imparti à cet échange est arrivé à son terme. On va vous remercier d'être venu. D'abord, Cyril Essissima, chef du service politique du quotidien Mutation. Merci d'avoir trouvé un peu de temps. Tout le plaisir. Pour venir avec nous. Vous entrez en week-end, donc vous avez le temps pour la production de lundi. En tout cas, les journalistes sont comme les soldats, ils ont le sommeil léger. Sommeil léger. Pour vous également, Raymond Ba, la prochaine parution, c'est mardi, c'est ça? Non, lundi ou bien mercredi. Ah, lundi ou mercredi, d'accord. On va également tirer sur le dossier Covid. D'accord. Donc, vous voyez qu'on reste bien sur cette actualité et que la presse va continuer à se disputer. Merci donc, chers confrères, d'être venus. Madame, Monsieur, c'est un plaisir d'être avec vous encore ce soir. On vous remercie d'avoir été là. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 18h30 sur ce même plateau. Nous allons aller à Douala dans quelques minutes, le temps de nous séparer. Parole à Serge Alain Outou, ses invités, dans le cadre de Equinox ce soir. Bon début du week-end à tous.